Le démenti du Nigeria contre le Niger est-il crédible? Le Nigeria a publié aujourd'hui un démenti, hier même d'ailleurs, un démenti contre le Niger. Le Niger l'a accusé d'héberger, d'armer les terroristes et les puissances néocoloniales impérialistes occidentales pour l'attaquer. Et le Nigeria a dit non, ce n'est pas le cas. Est-ce que le démenti du Nigeria est crédible? Cette question, elle signifie, est-ce que nous avons de bonnes raisons de croire que le Nigeria dit la vérité? Est-ce que nous avons de bonnes raisons de croire que le Nigeria dit la vérité? C'est ce que signifie très clairement cette question. Ok. Ma réponse est directe. Nous avons plutôt de bonnes raisons de ne pas croire au Nigeria. Et j'en ai trouvé 4. Si vous êtes attentif, je les donne. Il y a 4 raisons pour lesquelles il ne faut pas croire au Nigeria. Première raison, la doctrine géostratégique et géopolitique du Nigeria n'a pas changé. Elle consiste à combattre le terrorisme en restant en étroite coopération et association avec les puissances de l'OTAN qui ont installé le terrorisme en Afrique. C'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la France. Les pays qui ont détruit la Libye, armée Al-Qaïda et l'État islamique, sont les principaux partenaires du Nigeria, y compris dans la lutte antiterroriste. Ça, c'est le premier argument. Vous ne pouvez pas combattre le terrorisme en étant étroitement associé dans les institutions de votre pays avec des puissances qui ont installé le terrorisme dans le continent. Le Nigeria n'a pas changé ce point. Donc, on n'a pas confiance en son démenti. Quand le Nigeria dit « je ne suis pas avec les parrains des terroristes », il ment. Parce que concrètement, nous avons la preuve qu'il l'est. Ça, c'est le premier argument. Le non-changement de la doctrine. Merci infiniment à toi. Merci infiniment à toi, AES TV 24, pour le soutien. Merci, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. J'ai bien vu. Donc, je passe à la deuxième raison pour laquelle le démenti nigérian ne passe pas. Nous, on ne croit pas au Nigeria. Le démenti nigérian ne passe pas parce que lorsque la chargée d'affaires de l'ambassade du Nigeria au Niger a été convoquée par les autorités nigériennes, elles lui ont montré les preuves. Les Nigériens possèdent le renseignement satellitaire. Les Nigériens ont montré aux Nigérians les preuves des activités militaires inhabituelles dans la zone frontalière entre le Nigeria et le Niger. Ils lui ont montré les preuves. Ils leur ont montré les preuves que ce ne sont pas des activités ordinaires de l'armée nigériane, mais des activités hostiles au Niger. Le Nigeria ne veut pas faire état des preuves qui lui ont été données. Quand l'ambassadeur du Nigeria au Niger a été convoqué, les preuves lui ont été montrées. Et l'ambassadeur du Nigeria au Niger n'est pas sorti de là-bas en disant « on n'a rien fait ». C'est le ministre des Affaires étrangères depuis Abuja qui dit « non, c'est faux ». Non, il faut démentir point par point. Est-ce que vous n'avez pas de troupes conjointes avec telle ou telle puissance? Est-ce qu'il n'y a pas de groupe terroriste qui s'alimente en carburant, qui s'alimente au vu et au su de tous, en armes, sur votre territoire? Est-ce que les événements qui sont déroulés à telle date n'ont pas eu lieu? Donc, deuxième point, le démenti n'est pas accompagné de la démonstration qu'il n'y a pas une coopération avec les forces hostiles. C'est simplement parole contre parole. Non, parole contre parole, ça ne compte pas. Parce que le Niger et l'AES ont clairement décrit le dispositif ennemi. Ils ont montré qu'ils en ont la carte aérienne. Ils ont montré qu'ils observent à travers les satellites les mouvements de troupes. Et s'ils ont mis en état d'alerte maximale toutes les armées de l'AES, c'est qu'ils ont de bonnes raisons en tant que militaires de savoir qu'une attaque se prépare. Donc, voilà la deuxième raison pour laquelle le démenti nigérian ne vaut rien. Enfin, il y a une troisième raison. La troisième raison pour laquelle le démenti nigérian ne vaut rien, c'est l'attitude de la CEDEAO. Si le Nigeria était dans une logique de respect de la souveraineté nigérienne, malienne, burkinabé, le Nigeria ne serait pas associé au harcèlement de la CEDEAO contre ces pays. Le Nigeria n'aurait pas co-signé la soi-disant décision de proroger de 6 mois la sortie du Mali, du Burkina et du Niger, et bien de la CEDEAO. Si le Nigeria n'était pas dans la logique de vouloir forcer la main au Niger
au Mali et au Burkina, il ne serait pas signataire de la soi-disant prorogation de 6 mois. Donc, on a une preuve diplomatique flagrante du non-respect de la volonté souveraine des États maliens, burkinabés et nigériens par le Nigeria. C'est-à-dire que pendant que le chef de la diplomatie nigériane nous raconte sa vie, nous, on a la déclaration du 14 décembre de la CEDEAO prétendant que elle reporte de 6 mois la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO, en tout cas du Mali, du Burkina, du Niger, de la CEDEAO, parce qu'il lui plairait de tout faire pour le ramener. Nous avons la déclaration de monsieur le général Biram Diop, ministre de la Défense du Sénégal, qui lui a dit qu'il faut tout faire pour ramener le Mali, le Burkina, le Niger à l'intérieur de la CEDEAO. Donc, on sait très bien qu'il y a donc un plan pour forcer, pour contraindre, pour utiliser la force contre les pays de l'AES. Voilà pourquoi le démenti nigérian n'est pas crédible. Il n'est pas crédible du tout. Je peux ajouter une 4e raison. Les autorités nigérianes ont brillé depuis plusieurs années dans la duplicité, même envers leur propre peuple. Le terrorisme a fait des dizaines de milliers de morts au Nigeria. Mais jusqu'ici, à la tête du Nigeria, il n'y a pas un dirigeant qui ait tiré toutes les conséquences. Mais écoutez, Al-Qaïda, l'État islamique, qui ensanglante notamment la partie nord du Nigeria, partie nord du Cameroun, l'ouest du Tchad, qui ensanglante le Niger, qui ensanglante le Mali, qui entre maintenant au Togo, qui entre maintenant au Bénin, qui entre maintenant en Côte d'Ivoire, etc., au Ghana. Mais ces gens-là, leurs parrains, c'est qui? Ce sont les grandes puissances de l'OTAN et sont les puissances du Moyen-Orient, avec lesquelles le Nigeria est en très bon terme. Comment une grande puissance africaine comme le Nigeria n'a pas pu tirer des conséquences du fait que le Qatar a participé à la destruction de la Libye? Que l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, etc. hébergent les chefs terroristes. Boko Haram qui tue au Nigeria, là, ses patrons se promènent librement au Qatar. Comment une grande puissance comme le Nigeria n'est pas capable de poser ce problème sur la table? Qui peut expliquer cela? Cette lâcheté, si ce n'est la complicité contre son propre peuple. Donc les dirigeants nigérians sont en fait complices du sacrifice de leur peuple. Et ils savent qui fait ça. Ils savent que l'OTAN, à travers ses mercenaires, fragilise le continent pour pouvoir disposer librement du pétrole, du gaz, disposer librement de l'uranium, de l'or, du coltan, du cobalt, du diamant, disposer librement des richesses africaines. Ce sont des déstabilisations qui ont été pensées, qui ont été théorisées, qui ont été voulues comme telles. Qui sont voulues comme telles. Voilà la vérité. Donc voilà les raisons pour lesquelles, pour ma part, je récuse complètement le démenti nigérien. Le démenti nigérien est un déni de réalité. Il vient au contraire prouver que le Nigeria est déterminé à jouer le rôle de traître qui lui a été assigné à l'intérieur de la CEDEAO et dans le grand jeu du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voilà ce que je voulais dire. Nous n'avons aucune bonne raison de croire à la bonne foi nigérienne. Aucune bonne raison. Enfin, venons-en au dernier sujet de cette émission. Clin d'œil sur l'affaire de la mort brutale du patriote sahélien Moustapha Banga, agent de sécurité à l'ambassade de France en septembre 2023 au Niger. Chris Yapi fait des révélations fracassantes qui nécessitent l'ouverture d'une enquête judiciaire sur ce drame. Quand vous aurez fini de regarder cette émission, je vous invite, mes chers amis, à trouver du temps pour regarder sur la page de Chris Yapi TV officielle, YouTube, et notamment dans la partie commentaires de cette page YouTube de Chris Yapi TV officielle, les 2 parties du reportage et de l'investigation qu'il a faite sur un événement qui a eu lieu en septembre 2023 au Niger. Je voudrais récapituler ce que Chris Yapi nous dit. Sous réserve que les enquêtes judiciaires nigériennes, françaises, internationales, nous permettent d'avoir une vue encore plus précise sur la vérité. Chris Yapi fait remarquer que le 21 septembre 2023, autour de 19 h,
les services médicaux d'une clinique privée, les services médicaux d'urgence, le SAMU du Niger, est contacté par les services de l'ambassade de France pour venir récupérer quelqu'un qui aurait été blessé par coinçage de sa poitrine sur le portail électrique de l'ambassade. Lorsque le SAMU vient récupérer cette personne, l'ambassade de France, dirigée alors par un certain Sylvain Ité, veille à acheminer le monsieur qui est déjà dans un état comateux, presque proche de la mort. On demande de l'acheminer à une clinique qui s'appelle la Polyclinique Magori, et non pas à l'hôpital public. Cette personne y est acheminée et elle va y passer 6 jours jusqu'à ce que le 27, un médecin constate légalement sa mort. La question est la suivante. Mais qu'est-ce qui a provoqué la mort de ce monsieur? C'est un gaillard de 92 kilos, d'origine burkinabé. Il s'appelle Mustapha Banga. Il travaille pour une compagnie de sécurité qui s'appelle Gadnet. En fait, c'est une compagnie de mercenaires qui assure la sécurité de l'ambassade de France au Niger. Qu'est-ce qui peut expliquer que cet individu se retrouve coincé au niveau de la poitrine par le portail de l'ambassade de France la nuit à 19 h? Voilà la question qui est posée. La taille, la corpulence et la force de l'homme laissent penser qu'il a peut-être été forcé à s'allonger pour que la porte lui soit fermée dessus. C'est l'hypothèse que Chris Yapi défend dans l'enquête. Et dans ce cas-là, la question est la suivante. S'il est mort au niveau du portail, ou du moins s'il a été mortellement blessé au portail, pourquoi ne voulait-on pas le laisser partir? Pourquoi voulait-on l'empêcher de partir? Chris Yapi nous dit, il est probable que cet individu ait eu connaissance de choses qu'il ne devait pas éventer, qu'il ne devait pas ébruiter, et qu'on ait voulu l'empêcher de les révéler. Et que c'est probablement pour cela qu'il a été tué, qu'il a été mortellement blessé. C'est l'hypothèse que fait Chris Yapi dans le reportage qu'il a publié sur sa page. Je dis bien l'hypothèse de Chris Yapi. Moi, j'ai été tellement ému que ce père de 4 enfants ait trouvé la mort dans des conditions aussi mystérieuses, bizarres. La poitrine coincée, brisée par un portail. Chris Yapi a publié même les vidéos qui montrent que le monsieur a dû être allongé par terre et on a fermé le portail. Et en même temps, le portail en question est électrique. On en a profité pour l'électrocuter. C'est l'hypothèse, en tout cas, que défend Chris Yapi, sur la base des éléments à sa disposition, et du rapport du médecin légiste qui dit que Mustapha Banga a été tué par coinçage de sa poitrine et électrocution au portail de l'ambassade de France à Niamey au Niger. Alors, moi, je ne me prononce pas sur toutes les responsabilités. Chris Yapi a tenté de reconstituer à sa façon les responsabilités dans cette affaire. Dans tous les cas, la lumière doit être faite sur les circonstances dans lesquelles le monsieur est mort. Chris Yapi a retrouvé des rapports de gendarmerie où la famille demande l'autopsie et accuse. Et veut savoir pourquoi la porte de l'ambassade de France s'est retrouvée en travers de la poitrine de leur fils, de leur époux, de leur frère. Donc j'appelle les Nigériennes et les Nigériens, j'appelle la famille de ce monsieur Mustapha Banga à prendre l'affaire au sérieux et à la poursuivre devant les tribunaux. Pour cette personne morte dans des conditions qui, pour moi du moins, demeurent encore mystérieuses, mais en même temps, qui engagent d'une manière ou d'une autre la responsabilité de celui qui était le patron de l'ambassade de France à cette date, et par conséquent engage la République française, engage la République du Niger, engage la République du Burkina Faso, parce que cet homme-là était d'origine burkinabé, vivant au Niger. Je pense qu'il est important que la justice nigérienne se prononce. Il est important que la justice française se prononce. Voilà des vraies affaires sur lesquelles elle doit se prononcer. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Et il est important que la justice internationale aussi soit saisie. Car potentiellement, cette affaire-là relève du domaine criminel.
Et c'est par compassion pour cet homme, mort dans ces conditions, eh bien, blessé mortellement le 21 septembre, c'est par compassion pour lui que j'appelle les autorités nigériennes, j'appelle sa famille, j'appelle les autorités françaises, j'appelle, eh bien, toutes les institutions de justice internationale à se pencher sur la tragédie de cet homme et de cette famille. Et tout ce qui va aider à la manifestation de la vérité est le bienvenu. De mon point de vue, c'est l'un des devoirs de l'Institut de l'Afrique des libertés d'aider les causes justes, les causes nobles, et de ne pas laisser, eh bien, les Africains être traités comme des canards sauvages. Je tenais à attirer votre attention sur ce problème. Allez sur la page, eh bien, YouTube, Chris Yapi TV officiel. Dans la partie commentaires, vous pourrez trouver le lien Rumble. Pour ceux qui ne sont pas dans l'espace européen, ils peuvent regarder le lien Rumble du reportage. Et en précisant bien que je ne fais aucune conclusion personnelle sur les conditions dans lesquelles les événements se sont passés, j'ai donné également une copie de ce reportage à lire et à voir par tous ceux qui peuvent consulter ma page Facebook Franklin Nyamsi. Vous pouvez voir le reportage. Et le but, c'est que chacun se forge une opinion. Mais pour ma part, vérité et justice doivent être faites pour le citoyen sahélien Moustapha Banga. Il ne peut pas être mort pour rien. Il faut qu'on sache pourquoi sa poitrine a été coincée par un portail et pourquoi il a été électrocuté à l'ambassade de France à Niamey. D'autant plus que cela nous permettra de comprendre le contexte dans lequel l'ancien ambassadeur de France est parti précipitamment après avoir pendant plusieurs semaines résisté. Pourquoi dès le 25 septembre, il décide de partir? C'est peut-être, on le saura plus tard, parce que le 21 septembre, quelque chose de très grave avait eu lieu dans l'enceinte de cette ambassade. Eh bien, moi, je ne peux pas conclure, je ne peux pas attribuer de responsabilité ferme à quelqu'un, mais je vois que Chris Yapi a mené une enquête vraiment remarquable, une enquête documentée, une enquête outillée. Mais que la justice nigérienne se prononce, que la justice française se prononce et que la justice internationale se prononce. Que la famille, en particulier, assume tous ses devoirs pour la mémoire de cette personne. C'est ce que je souhaite. Excusez-moi. Voilà ce par quoi je voulais conclure la présente émission. Je vous souhaite maintenant, à toutes celles et ceux qui le fêtent, une joyeuse nuit donnant au 25 décembre 2024. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Et une fois de plus encore, de très bonnes fêtes de fin d'année. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.